Les fonctionnaires sont-ils tous astreints au secret professionnel? L'article L. 121.6 du Code général de la fonction publique dispose: l'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226.13 et 226.14 du Code pénal. Vous croyez que tout est dit? Et que les agents publics, et pas seulement les fonctionnaires titulaires, sont tenus au secret professionnel? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas si évident, au travers d'exemples concrets, et notamment une situation un peu tendue que j'ai vécue durant une formation que j'animais, une tension entre certains de mes stagiaires, les uns exigeant des autres la transmission d'informations au motif qu'ils étaient tous fonctionnaires. Le Code général de la fonction publique est récent. Il résulte d'une ordonnance du 24 novembre 2021 et est entré en vigueur le 1er mars 2022. Ça ne veut évidemment pas dire qu'avant 2022, la loi n'encadrait pas la fonction publique, et elle l'encadrait même en matière de secret professionnel, même si les fonctionnaires ne semblaient pas tous être conscients qu'ils étaient astreints au secret professionnel. Dans le cadre de mon activité de formation professionnelle, je forme de nombreux fonctionnaires de différentes administrations, les ministères, les collectivités territoriales, les hôpitaux, et souvent, mes stagiaires me disaient, avant 2022, qu'ils étaient astreints à un devoir de réserve et de discrétion professionnelle, mais pas au secret professionnel, sauf bien entendu si leur métier ou leur mission le leur imposait. Un médecin ou une assistante sociale sont astreints au secret, quel que soit leur employeur et leur statut. Mais fonctionnaire ou agent public, ce n'est pas un métier. Et on ne peut pas dire non plus que c'est en soi une mission. C'est un statut, du moins s'agissant du fonctionnaire. L'obligation de discrétion professionnelle interdit à un agent public de divulguer des informations qui concernent l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration. Elle figure depuis 2022 à l'article L. 121.7 du Code général de la fonction publique, donc juste après l'article qui vise le secret professionnel. Le devoir de réserve vise à garantir la neutralité du service public. Il est par exemple interdit à un magistrat de contester le bien-fondé d'une loi. Mais tout cela est très subtil, car le devoir de réserve doit se conjuguer avec la liberté d'opinion. Or, opinion rime avec expression, sinon c'est une pensée et non une opinion. Mais je constate que certains fonctionnaires considèrent que les obligations de discrétion et de réserve auxquelles ils sont soumis entravent l'expression directe et indépendante de la critique à l'égard de leur propre administration, tant en ce qui concerne son fonctionnement interne que la qualité du service offert aux usagers. En gros, le devoir de réserve, ce n'est pas seulement la neutralité du service public, c'est aussi ne pas cracher dans la soupe qui vous nourrit. Et notons que le devoir de réserve est largement atténué par la liberté que confère le mandat syndical. Déjà avant 2022, bien avant, j'expliquais à mes stagiaires fonctionnaires qu'ils sont astreints au secret professionnel et pas seulement au devoir de réserve et de discrétion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ni un mandat syndical, ni même l'autorisation de l'usager, sauf lorsque la loi le prévoit, ne permet de s'en affranchir. Une autre différence entre le secret professionnel et les autres obligations, réserve, discrétion, confidentialité, c'est que la violation du secret est un délit passible de sanctions pénales, même si les prisons ne sont pas remplies de condamnés pour violation de ce secret professionnel. Lorsqu'avait été créé le Code général de la fonction publique, et donc l'article L. 121.6, qui, rappelons-le, dispose que l'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226.13 et 226.14 du Code pénal, de nombreux commentateurs avaient présenté cela comme une innovation majeure. Et chose intéressante, des travailleurs sociaux ou des psychologues que je formais à cette époque me disaient parfois que des fonctionnaires prétextaient de cette nouvelle loi pour les inciter à partager avec eux des informations à caractère secret, pour leur tirer les vers du nez, dans un langage moins académique. Mais ce n'est pas nouveau, comme nous allons le voir. En revanche, ce qu'il est de manière incontestable depuis 2022, c'est que les agents publics contractuels sont aussi concernés par cette obligation de secret. Pourquoi la soumission des fonctionnaires au secret professionnel n'est pas la révolution qu'on nous a parfois décrite? L'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 disposait déjà:
les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. Visiblement, certains experts autoproclamés du secret professionnel ignoraient ce texte vieux de 40 ans. La formulation de 1983 avait suscité des divergences d'interprétation. Certains juristes, comme Pierre Brice Lebrun, professeur de droit dans le secteur social et médico-social, notamment pour le compte du CNFPT, considéraient que ces dispositions ne concernaient pas tous les fonctionnaires. Il est vrai que le Code pénal, auquel la loi de 1983 fait référence, renvoie lui-même à la profession, la fonction ou la mission temporaire de celui qui y est astreint, et non à son statut. Selon ce professeur, si tous les fonctionnaires étaient astreints au secret professionnel, il n'aurait pas été nécessaire de les soumettre à une obligation de discrétion professionnelle. Le gouvernement avait un avis moins tranché sur la question. Selon les pouvoirs publics, je cite, « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers, à moins que les nécessités du service ou les obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. » Fin de citation. Si le secret s'impose aux fonctionnaires, pour ce qu'ils découvrent dans le cadre de l'exercice de ces fonctions, la notion de fonction semble alors interprétée comme une acception plus large. La fonction du fonctionnaire, c'est tout ce qu'il fait dans son travail, quelle que soit sa fonction spécifique, sa mission ou son métier. D'autres juristes, comme l'avocate au barreau des Hauts-de-Seine Anne Vaucher, allaient dans le même sens, voire même encore plus loin. Je cite, « Les fonctionnaires sont soumis au secret et à la discrétion professionnelle dans leur mission. C'est la base de la confiance que porte le citoyen aux membres de l'administration de l'État. » Fin de citation. Alors certes, Maître Vaucher évoque la mission, comme l'article 223-13 du Code pénal, mais elle semble faire référence à toutes les missions de tous les fonctionnaires. On déduit de cette analyse qu'on ne saurait mettre sur le même plan le secret et la discrétion. Ça, on l'avait déjà compris, mais pas non plus les opposer ou les classifier. Ils sont complémentaires et non exclusifs l'un de l'autre. D'ailleurs, on relèvera que l'article L. 121-7 du Code général de la fonction publique, donc en vigueur depuis 2022, soumet les fonctionnaires à une obligation de discrétion et prévoit qu'elle peut être levée par leur hiérarchie. Or, cette levée ne s'applique pas au secret professionnel. La hiérarchie ne peut pas exiger d'un agent public, mais aussi de tout professionnel astreint au secret, qu'il lève ce secret. Les analyses semblent donc être relativement divergentes. Pour l'avocate, tous les fonctionnaires seraient astreints au secret, mais uniquement pour ce qui vient à leur connaissance dans le cadre de leur travail et non dans la vie privée, ce qui est d'ailleurs propre au secret professionnel. Encore que ce n'est pas vrai pour ceux qui sont astreints au secret par état, comme le médecin qui est tenu au secret du fait de sa profession et de son état. Ça veut dire que s'il prodigue un soin n'importe quand, n'importe où, dans la rue, dans un train, sur une plage, il est astreint au secret. La jurisprudence ne nous aide pas beaucoup, car les fonctionnaires auxquels était reprochée la violation du secret étaient de toute manière astreints du fait de leur mission ou de leur métier, comme par exemple un policier ou un gendarme. La reformulation du secret des fonctionnaires, élargie aux agents publics en 2022, n'a pas fait disparaître les divergences d'interprétation. La référence au code pénal est plus précise, parce que les articles visant le secret professionnel sont mentionnés. L'article 226-13 qui instaure le secret professionnel et sanctionne sa violation, et l'article 226-14 qui prévoit des hypothèses de levée facultative du secret. J'y consacre d'ailleurs une vidéo pour les professionnels de santé. Mais la question reste posée. La référence au code pénal signifie-t-elle que le secret dépend de la profession, de la mission ou de l'État, comme dit à l'article 226-13, ou le fait d'être agent public implique-t-il soumission ou secret? La doctrine est une source de droit. Le juge peut s'y référer, notamment si les autres sources, comme la loi ou la jurisprudence, ne l'éclairent pas. Or, il peut être délicat de considérer comme de la doctrine les analyses de ceux qui présentent comme une nouveauté le secret professionnel des fonctionnaires. Néanmoins, la tendance est bien de considérer que désormais, les fonctionnaires, et au-delà les agents publics, y sont tous astreints, même si on peut plaider le contraire. Et ce n'est pas pour autant que cela induit un secret partagé généralisé.
Mais je me demande tout de même comment réagirait un juge d'instruction si par exemple un agent administratif d'un conseil départemental ou d'un ministère, cité à comparaître, lui opposait le secret professionnel. Rappelons que l'article 226-14 du Code pénal autorise et non oblige la levée du secret, ou pour être précis, il dit que dans certaines hypothèses, comme la maltraitance de personnes vulnérables, l'article précédent, qui prévoit 1 an de prison pour violation du secret, n'est pas applicable. Il y a d'autres hypothèses où le secret s'efface obligatoirement devant des considérations qui lui sont supérieures, comme la protection de l'enfant ou l'assistance à une personne en péril. Nous disions que des travailleurs sociaux déploraient le prétexte du secret des fonctionnaires pour les inciter à partager des informations. En voici un exemple qui date d'une bonne vingtaine d'années. Je formais les assistantes sociales et les DRH d'un établissement public au secret professionnel. Nous sommes tous fonctionnaires, clamait un DRH, et nous sommes astreints au secret. Lui connaissait la loi de 1983 qui définissait le statut de la fonction publique et le secret, et d'ajouter « Les assistantes sociales doivent nous communiquer les informations sur les agents et les salariés ». Ce DRH ignorait sans doute que deux professionnels, même exerçant le même métier, ne peuvent partager une information que sous certaines conditions, car il n'y a pas de partage généralisé. Mais il est vrai que depuis 2016 et la création de l'équipe de soins en matière de prise en charge sanitaire, la tendance est au large partage entre professionnels astreints au secret. S'y ajoute l'introduction du DPI, le dossier patient informatisé, puis le DUI, le dossier usager informatisé, dont les pouvoirs publics vantent l'interopérabilité. La protection de la vie privée et le secret professionnel seront-ils sacrifiés sur l'autel de l'efficacité numérique ? Nous verrons. En attendant, il ne faudrait pas que le nouveau secret des fonctionnaires, qui n'est donc pas si nouveau que ça, soit interprété comme « j'ai le droit de savoir puisque je suis tenu au secret », alors qu'il signifie « je dois me taire », sauf lorsque la loi en dispose autrement. Progrès ou danger ? Ce n'est parfois qu'une question d'interprétation. Merci de votre écoute et à bientôt.